Merci à tous d'être venus déjà. Donc je vais vous parler un petit peu de programmation fonctionnelle. Le but du jeu est de vous présenter la programmation fonctionnelle avec que des choses que vous connaissez déjà en fait. Vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. Donc du coup j'ai dû commencer par choisir un langage pour vous parler de ça. J'ai choisi JavaScript parce que en général on a tous quelques notions en JavaScript et on arrive à s'en sortir. J'aurais pu le faire en Java, j'aurais pu le faire dans à peu près n'importe quel langage. Les langages ne nous empêchent pas de faire la programmation fonctionnelle, de manière générale. On a moyen de faire la programmation fonctionnelle, quel que soit le langage. C'est juste plus compliqué dans certains langages que dans d'autres, mais il y a toujours moyen de le faire. Pour vous parler de ça, je vais dérouler un petit exercice qui est assez simple, mais dans un premier temps, je vais commencer par le faire en programmation impérative. Donc en général, on comprend ce qui se passe. Et puis au fur et à mesure, je vais refactorer ça vers de la programmation fonctionnelle pour avoir une petite pépite à la fin et on verra ce que ça donne. L'exercice qu'on va faire, il est relativement simple. Il consiste à chercher un film dans une liste de films. Donc je cherche par exemple dans ce test-là, je cherche le film Interstellar dans cette liste de films-là. Et en l'occurrence, c'est pas présent. Du coup, ma liste doit être vide. Donc, évidemment, pour l'instant, mon test ne passe pas. Et du coup, je vais déclarer ma fonction. Donc, c'est une fonction find by title. Cette fonction-là prend ce qu'on va appeler une query, qui est ce que je cherche, et une collection. Et dans un premier temps, pour arriver à faire passer ce test-là, c'est assez facile, je retourne la liste vide, problème résolu. Et je passe mon test. Du coup, je vois assez mal comment écrire un code plus simple et un test plus simple. Donc, on passe au stade suivant, j'écris le test d'après, qui consiste tout simplement à dire que je dois retourner matching. Donc si je cherche par exemple le film Matrix, je suis censé retrouver dans mon résultat le film Matrix. Et ce test-là ne passe pas parce que il s'attend à recevoir Matrix et il l'a pas. Passage. Bon, on va faire passer le test de manière assez basique. Oups. Je sais que le premier élément de ma collection, c'est le film Matrix. Donc si jamais je cherche Matrix, je retourne le premier élément. Bon, et puis je fais du TDD quand même, donc je vais faire un petit peu de refactoring. Ça c'est mon résultat. Et en fait, au lieu de faire un return, je vais pouvoir faire result, push. Je mets ma collection. Du coup, j'ai un seul return, à ce qui paraît, c'est mieux. Et puis je vais pouvoir mettre mes accolades qui vont bien. Donc ça passe toujours mes tests, et c'était un refactoring, donc aucun problème. Très bien. Du coup, je vais écrire le test suivant. Et mon test suivant, je vais chercher tous les films qui matchent ce qu'on me donne. Donc par exemple, si je cherche avec un O, je m'attends à trouver Intouchable et Forrest Gump. Mais Matrix et Beautiful Mind, ça ne matche pas. Hop. Donc ça marche pas, il trouve rien au lieu d'en trouver deux. Et puis la solution est assez simple à ça, il suffit de passer sur tous les films. Et du coup, ce que je fais, c'est que je parcours ma collection en récupérant le film. Et puis si jamais
le titre de mon film contient ma query. Dans ce cas-là, je rajoute mon film. Jusque-là, pas de surprise. Et ça passe mes tests. Cool. Et donc là, je viens de faire ma solution impérative. Alors, c'est une solution impérative parce que je décris à la machine comment, qu'est-ce qu'elle doit faire, comment résoudre mon problème. Et j'ai qu'un seul point d'entrée. Je peux faire un truc de dingue. Et dire sortir une fonction en fait. Hop là. Et dès que je fais ça, je passe en programmation procédurale en fait. Je viens de découper le même code en différents morceaux et un morceau en appelle un autre et ça peut se chaîner par exemple. Ici, je pourrais dire je veux une méthode qui s'appelle title qui prend une movie et me retourne le title qui va avec. Je pourrais même m'amuser, si j'aime pas les noms, à renommer une méthode qui s'appelle include. Oui, alors si je fais des bêtises, ça profite. Donc là, je suis content d'avoir fait mes tests. Donc on va appeler title 2, effectivement, temporairement. Donc la méthode includes, j'ai envie de la renommer. J'ai envie de la renommer, par exemple, is un fixe off. Pour dire, au final, ma query doit être contenue dans, en l'occurrence, une chaîne de caractères. Donc on peut faire plein de trucs comme ça. On peut aussi, par exemple, dire ici, deux niveaux d'indentation, à ce qui paraît, c'est pas bien. Du coup, je vais faire une fonction add if matches pour avoir qu'un seul niveau d'indentation. Bon, je sais pas si c'est vachement bien, si c'était une bonne idée, mais en tout cas, je peux le faire. Donc là, je suis en procédural. Et c'est globalement ce dont on a l'habitude. J'ai fait du refactoring, mes tests passent toujours vert, tout va bien. Maintenant, le refactoring, c'est bien dans le code de prod, c'est aussi très bien dans le code de test. Et en l'occurrence, je me rends compte que là, je copie-colle à chaque fois mon jeu de test pour les films, l'entrée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sortir ça dans une variable. Je vais appeler movies. Je le mets ici. Donc ça passe toujours mes tests, très bien. Et puis là, je vais faire la même chose. Et là aussi. Et là, je suis content. Ah mais non, je suis pas content en fait. Ok, j'ai un problème. Je viens de faire un refactoring qui était plutôt simple, qui consiste juste à sortir du code qui est dupliqué dans une variable, et ça casse mes tests. C'est un peu chiant. Du coup, on réfléchit 30 secondes. D'où vient le problème? En fait, le problème, il vient de mon appel ici, où je fais shift. Au moment où je fais shift, pour ceux qui ne connaissent pas shift, ce que ça fait, c'est ça prend le premier élément de la collection, le retourne, et le supprime de la collection. C'est ce qu'on appelle un effet de bord. Et les effets de bord, c'est pas top, parce que des refactoring qui nous paraissent évidents se retrouvent à pas être si évidents que ça. Par exemple, ce que je viens de faire. Et donc du coup, c'est quelque chose qu'on va chercher à éviter. Alors, en JavaScript, j'ai une manière très simple là, dans mon while, de l'éviter. C'est en fait de faire un for. Oups. Let v égale off ma collection. Et ce code-là va passer. Donc là, je viens d'éviter mon effet de bord. Et ça, c'est un point qui est super important en programmation fonctionnelle. On fait tout pour éviter les effets de bord. De manière à ce que si on fait un refactoring, ce ne soit pas un problème et que la complexité de compréhension d'un code soit diminuée. Parce que pour comprendre mes tests, j'avais besoin de comprendre que
j'avais un effet de bord et que ça allait vider ma collection. Là, j'ai plus besoin de savoir ça. Et en fait, je peux même, si on regarde la signature de ce code-là, je reçois une string et une collection de films, et je retourne une collection de films. Et cette information-là, pour mes tests, est suffisante en fait. Vu que j'ai pas d'effet de bord. Je sais que ça va chercher dans le titre et me retourner une collection de films sans faire n'importe quoi à côté. On va regarder un petit peu les autres fonctions. Par exemple, title. C'est quelque chose qui prend un film, qui retourne un string. Ça aussi, à vue de nez, pas d'effet de bord. Is un fix-off. C'est quelque chose qui prend un string, un autre string, et retourne un booléen. Matches. C'est quelque chose qui prend un string. Oui. Oula, je suis en train de faire des choses bizarres. Excusez-moi. C'est mieux comme ça. Hop. Donc ça prend un string, une movie, et ça retourne un booléen aussi. Hop. Là, je corrige ce que j'ai fait tout à l'heure. Et enfin, add if matches, c'est quelque chose qui prend donc un string, une movie, un array de movie, et bah, ça retourne rien. Et en fait, juste avec ça, je sais que j'ai des effets de bord dans ma fonction. Je sais que j'ai des effets de bord avec ma fonction parce que ma fonction est utile. C'est-à-dire que si je la supprime, mes tests ne passent pas au vert. Okay. Donc ça prouve qu'elle est utile, mais elle retourne rien. Donc le seul moyen qu'elle a de faire quelque chose, c'est de faire un effet de bord. Alors un effet de bord, ça peut être modifier un paramètre, ou lever une exception, ou afficher quelque chose sur l'écran, etc. Mais toujours est-il que, bah, en fait, elle n'est pas honnête comme fonction. Elle ne me dit pas vraiment ce qu'elle fait, juste avec sa signature. Et ça, c'est un effet de bord. Et du coup, vu qu'on a vu que les effets de bord, c'était pas top, on va se le mettre en fix me et on va essayer de le corriger. Ok? Alors, pour ça, pour arriver à le corriger, il va falloir que j'introduise quelques concepts. Et on va le faire doucement et un par un. Le premier concept, c'est que je peux déclarer une variable. Et cette variable-là, c'est la fonction matches que je mets dedans. C'est quelque chose qui est super important. Ça paraît anodin comme ça. Mais matches, ici, c'est bien une fonction. C'est la fonction que j'ai ici. Hop. Et cette fonction-là, je la mets dans predicate, qui est une variable. Autrement dit, les fonctions sont traitées exactement de la même manière que les valeurs. Je pourrais mettre 42 ou matches dans ma variable predicate. C'est la même chose. Donc si on les traite de la même manière, on dit que les fonctions sont des citoyens de première classe. First class citizen en anglais. Ça veut juste dire qu'on les traite de la même manière et du coup qu'on peut les mettre dans des variables. Mais ça a une grosse conséquence de pouvoir faire ça. La grosse conséquence, c'est que du coup, je peux mettre, si je peux le mettre dans une variable, je peux donc le passer en paramètre. Donc je passe ma variable predicate ici en paramètre et au passable, ici, je vais le rajouter. Donc pour l'instant, je l'utilise pas, mais vous voyez que ça continue à passer au vert. Maintenant, je peux l'utiliser. Là, vu que j'ai mis matches dedans, bah, il suffit que je le remplace matches par predicate et j'obtiens ça. Et ça marche toujours. Parce que predicate contient la fonction matches. Donc je l'appelle à la place de matches, mais en fait, c'est la même chose. C'est une forme d'indirection pour l'instant, mais ça marche.
Du coup, au passage, le nom, ici, en fait, est pas top. C'est add if. Si le prédicat que je t'ai donné retourne vrai, alors rajoute-le à résulte. Bon, ça c'est cool, mais ça ne résout pas notre problème d'effet de bord. Bien. Soit dit en passant, add if, maintenant, est une fonction qui reçoit un paramètre qui est elle-même une fonction. Donc on va changer la signature. En l'occurrence, la signature, c'est la signature de matches. Donc ça prend un paramètre de plus. Bien. C'est mignon. Mais c'est un peu plus compliqué que ce qu'on avait fait jusque-là, vu que j'ai rajouté un paramètre. Donc on verra plus tard comment on arrivera à résoudre ça. On se le note. Ok. Ça, c'était pour le premier concept. Le fait que je puisse mettre une fonction dans une variable. Et en fait, on vient de découvrir un deuxième concept derrière, dérivé de ça, qui est le fait que je puisse passer une fonction en paramètre à une autre fonction. Et ça, c'est des fonctions d'ordre supérieur, celles qui prennent en paramètre d'autres fonctions. Higher order function. Même chose si jamais la fonction retourne une autre fonction. C'est aussi une fonction d'ordre supérieur. Deuxième concept très important qu'on va voir, c'est que si je peux du coup ajouter une fonction dans une variable, si je peux stocker une fonction dans une variable, donc je peux l'écrire comme ça. Imaginons que maintenant, je veuille écrire une fonction qui reçoit movies et qui rajoute un résultat. Je peux l'écrire comme ça. Et ça compile, il n'y a aucun problème. D'un autre côté, je suis en JavaScript. Et donc ça compile, et en fait, le résultat qu'il y a là, ça sera toujours le résultat qu'il y a là. Alors, il y a une autre manière qui est assez proche de l'écrire, qui serait de dire j'ai une variable movies qui par défaut vaut résulte et je rajoute dedans, dans movies, je rajoute ma movie. Sauf qu'il y a en fait une différence qui est majeure entre les deux manières de l'écrire. C'est que là, je viens de dire que j'ai un paramètre movies qui a comme valeur par défaut résulte. Or, avec l'autre manière de l'écrire, j'empêche l'utilisateur de ma fonction de donner autre chose que résulte. Je veux non seulement que ce soit la valeur par défaut, mais en plus de ça, je ne veux pas autoriser mon utilisateur à donner une autre valeur. Quand on fait ça, on dit qu'on ferme le paramètre. Un paramètre qui est ouvert, c'est un paramètre où je peux, quand j'appelle la fonction, je peux lui donner la valeur que je veux. Là, en l'occurrence, movies est un paramètre qui est ouvert. Parce que certes, par défaut, il vaut résulte si je ne le donne pas, mais je peux donner la valeur que je veux. Si je veux, je ne peux pas en JavaScript dire ce paramètre-là est fermé, c'est-à-dire qu'il s'appelle movies et il vaudra toujours résulte. Donc je ne peux pas l'écrire comme ça. La seule manière de le faire, c'est de revenir en arrière et de l'écrire comme ça. Et ça, on peut le lire en disant, bah, en fait, il y a un paramètre qui est caché qui s'appelle résulte, qui vaut résulte par défaut, et il est fermé, donc je ne peux pas changer la valeur. Ouvert et fermé en anglais, c'est open et closed. Et une fonction qui a au moins un paramètre qui est fermé, c'est ce qu'on appelle une closure. C'est de là que vient le nom, en fait. C'est le fait qu'il y ait au moins un paramètre qui soit fermé. Ça, c'est une closure. Une autre manière de voir les closures est de dire la fonction add, au moment où je la crée, vient avec le contexte dans lequel il a été créé, c'est-à-dire le contexte de find by title, ce qui lui permet d'accéder à un résultat. Ok ? Donc ça, c'est une closure. Et bah, étant donné que c'est une variable, au final, bah, je peux du coup la passer en paramètre. Ok ?
Donc ça marche. Et bah je peux faire après la même chose. Faire un appel à add. Ça passe toujours mes tests. Bien. Et du coup, ça change ma signature de fonction. Au passage, j'ai plus besoin de résultat. Donc je peux le supprimer. Le résultat qui était ici. Du coup, maintenant, c'est quelque chose qui prend juste une movie et ne retourne rien. Et au passage, je retourne toujours rien. Donc en fait, j'ai pas résolu le problème. J'ai toujours des effets de bord. Mais en fait, il y a une astuce assez simple. Maintenant qu'on a ça, pour résoudre le problème des effets de bord. Je fais un effet de bord dans ma fonction addIf uniquement parce que j'appelle ma fonction add. On voit bien dans la signature que c'est la fonction add, ici, qui va provoquer l'effet de bord. Et du coup, une manière de faire, c'est de ne pas appeler la fonction add, mais de la retourner. Donc, au lieu de ne rien retourner, je vais retourner une fonction qui prend en paramètre un film et ne fait rien avec. Enfin, en apparence, en fait, parce que potentiellement, ça peut faire un effet de bord. Et c'est le cas de ma fonction add. Et du coup, c'est cool. Je peux faire return ici. Et il va me falloir un else, dans lequel je vais faire un return d'une fonction qui ne fait rien, mais qui prend en paramètre un film, et qui fait rien avec. Alors au passage, ça c'est une fonction qui respecte la signature. Je prends en paramètre un film et je ne retourne rien. Et c'est la seule implémentation qui n'a pas d'effet de bord. Parce que il y en a plein d'autres des implémentations, mais c'est la plus simple, on va dire. Si j'écris let toto égale 3, 4 en l'occurrence, ça marche aussi. C'est une fonction qui fait rien avec le paramètre. Mais celle-ci est quand même vachement plus simple. Et c'est la seule fonction qui est garantie de ne pas faire d'effet de bord. Et du coup, ici, j'ai une fonction que je dois appeler. Que je pourrais appeler au passage fn plutôt. Ça, c'est mon retour. Et du coup, maintenant, il faut que j'appelle ma fonction avec movie, que je dois rajouter. Et du coup, ça passe mes tests. Alors, le truc qui est cool, c'est que du coup, j'ai plus d'effet de bord. J'ai résolu mon problème d'effet de bord. Yes. On passe au truc moins cool. C'était vachement plus compliqué. Je peux faire genre c'est plus simple en inlinant ici. Voilà. On va pas dire que c'est beaucoup plus simple. J'ai un autre problème ici. C'est que le mot movie, il est dupliqué. C'est-à-dire que je l'utilise une fois là et une fois là. Et du coup, pour une ligne qui est censée faire quelque chose de relativement simple, passer 2 fois le paramètre, c'est un peu bizarre. Bon, en plus de ça, soyons honnêtes, je n'ai fait que déplacer le problème. Alors, assez souvent, c'est une bonne technique. Quand vous avez un problème, vous refilez un patate chose au voisin, c'est plus votre problème, tout va bien. Sauf que là, pas de bol, c'est moi qui ai créé les deux fonctions. Et donc du coup, les effets de bord, je les ai toujours dans ma fonction. Add. En plus de ça, le mot add est dupliqué. Je mets add ici et je mets add là. C'est lourd. Donc, conclusion, je viens de résoudre un problème et maintenant j'en ai 4. Essayons de les résoudre. On commence par le plus simple, celui qui dit que add est dupliqué. En fait, il y a une solution très simple quand vous écrivez 2 fois la même chose et qu'il faudrait l'écrire qu'une seule fois. C'est de l'écrire qu'une seule fois. En fait, ce code-là marche aussi. Mais il n'est pas anodin.
En fait, quand je fais ça, j'ai créé une fonction qui n'a pas de nom. Du coup. Et je le mets dans une variable qui s'appelle add. Mais ma fonction elle-même n'a pas de nom. C'est une fonction quelconque, c'est une fonction lambda. Une lambda, c'est ça. C'est juste une fonction qui n'a pas de nom. Et donc, du coup, on est comme des fous quand on a des lambdas qui sont dans notre langage. Il faut juste 8 versions de Java pour arriver à avoir des fonctions qui n'ont pas de nom. Hein. Et 3 de C#. Mais c'est juste ça. C'est des fonctions qui n'ont pas de nom. Et au passage, on peut les mettre dans des variables. Comme n'importe quelle fonction, à partir du moment où on a le first class citizen. Sauf que ça, c'est la base de tout le lambda calcul. Le fait de pouvoir écrire des fonctions et les mettre dans des variables, c'est le lambda calcul. Alors pour ceux qui n'ont jamais entendu parler du lambda calcul, vous avez sûrement entendu parler par contre de la machine de Turing. En fait, Turing a présenté ses travaux avec la machine de Turing 1 an après que Church ait présenté ses travaux avec le lambda calcul. Et en fait, les deux disent la même chose. Ils ont même travaillé ensemble pour montrer que c'était effectivement la même chose. Mathématiquement, les deux, c'est exactement la même chose. C'est juste deux manières d'écrire les choses pour arriver à avoir une machine capable de calculer n'importe quoi. Et donc, tout ce qui marche dans le lambda calcul marche sur la machine de Turing. Et du coup, on vient d'arriver à ouvrir la porte du lambda calcul. Et de tout ce qui va avec. Bon. Bah ça, c'est cool. On a résolu un problème. Maintenant, on a la problématique des effets de bord. Alors, pour les effets de bord, en fait, il y a une manière relativement simple. C'est de dire, je prends les deux paramètres. Je suis honnête sur ce que je prends en paramètres. Je vais utiliser ce paramètre-là. Par contre, ce que je vais faire, c'est que au lieu de faire un push dessus, je vais faire un concat. Alors concat, ça prend deux collections et les concatène l'une avec l'autre. Mais du coup, ça en crée une nouvelle. Ça ne modifie pas l'une des deux. Ça crée une nouvelle collection. Sauf que, bah, du coup, ça a changé ma signature ici. Et je prends un tableau de movie. Et au passage, je retourne un tableau de movie. Donc ça, c'est ma nouvelle signature de ma fonction que je dois du coup aussi retourner. Ok. Donc du coup, bah, ici, je vais prendre des movies en deuxième paramètre. Et retourner, bah, si je veux rien faire avec, il suffit de retourner ce que j'ai pris en paramètre. Et ici, bah, il faut que je lui donne le tableau sur lequel je travaille. Et au passage, il faut que je garde le résultat, que je le remette dans le résultat. De manière à garder la nouvelle valeur à chaque fois. Et du coup, j'ai résolu ma problématique d'effet de bord. Bien. Au passage, je vais faire une lambda ici. Ok. Bon. On a encore complexifié un petit peu les choses, mais on n'a plus que deux problèmes. On va essayer de voir comment on peut résoudre celui-là. Pour arriver à résoudre celui-là, je vais faire un truc un petit peu bizarre. On va se concentrer sur add. On a vu, souvenez-vous, les fonctions en first class citizen, le fait que je puisse le mettre dans add et que je puisse le retourner éventuellement. C'est la même chose ici. Et on a vu les closures. Du coup, ici, ma fonction qui prend deux paramètres, je peux la transformer en une fonction qui prend un seul paramètre et va retourner une fonction qui prend le deuxième paramètre et fait le même code. Donc ici, j'ai une fonction comme d'habitude, sauf qu'elle retourne une autre fonction
qui elle est une closure par rapport au premier paramètre, et fait le boulot. Bon, du coup, mes tests ne passent pas, parce que je ne peux plus l'appeler comme ça. Il va falloir que je l'appelle autrement, parce que movie, il faut que je lui donne le premier paramètre, et le deuxième paramètre, avec des parenthèses plutôt qu'avec une virgule, parce que le premier paramètre me retourne une fonction, et du coup, il faut que je donne le deuxième paramètre à la fonction qui m'a retourné pour l'appeler. Et bien sûr, ça m'a changé ma signature ici, donc je vais faire la même là. Et mes tests repassent. Alors on va regarder la signature. Donc du coup, maintenant j'ai une fonction qui prend un film et me retourne une fonction qui prend un tableau de movie et me retourne un tableau de movie. Et ça, c'est mon type de retour. Ok. Bon, en vrai, j'ai ni complexifié le code qu'il y a là, ni simplifié. D'accord? J'ai juste changé une virgule avec deux parenthèses. Enfin, virgule, espace et deux parenthèses. Comme ça, on ne peut pas dire que j'ai complexifié en rajoutant un caractère. C'est le même nombre de caractères. Sauf que le fait de faire ça, c'est une conséquence vachement sympa. Parce que du coup, ici, dans mon code, je peux dire, je fais un appel à add et je lui donne movie. Je donne le premier paramètre, en fait, que j'ai déjà. Et ça va retourner une fonction. Mais ça va retourner une fonction qui est différente. En l'occurrence, il n'y a plus le premier paramètre. Au passage, la fonction que je retourne est plus simple. Donc du coup, ici, je peux supprimer cette ligne-là. Je peux supprimer cette ligne-là. Ce qui est plus simple. Et le gros intérêt, c'est que du coup, j'arrive à supprimer movie. Et j'ai résolu ce problème-là. Et je passe toujours mes tests. Et j'ai un peu simplifié parce qu'il y a un paramètre en moins. Et du coup, ça a l'air cool. On va creuser un peu plus. On a vu les lambdas. Et en fait, on peut écrire les lambdas de deux manières différentes. La première, c'est celle qu'on a vue. La deuxième, en JavaScript, on a la possibilité de dire, quand on écrit une lambda, en fait, on n'a pas besoin du mot-clé fonction. Il suffit, à la place du mot-clé fonction, de mettre une flèche ici. Et ça, c'est une lambda. Et pour les lambdas qui prennent un seul paramètre, on n'a pas besoin des parenthèses. Donc du coup, je peux faire la même chose ici aussi. Mieux encore, pour les lambdas qui retournent directement quelque chose, on peut supprimer l'accolade et on peut supprimer le mot-clé return. Et l'écrire comme ça. Et ça marche aussi. Sauf qu'en l'écrivant comme ça, ça change tout. Alors, déjà, on peut lire que ma fonction add est une fonction qui prend deux paramètres et exécute ce code-là. De la même manière que, ici, ma fonction match est une fonction qui prend deux paramètres et exécute ce code-là. C'est deux manières de le voir différemment. Sauf que ce que j'ai fait juste avant, le fait d'écrire une fonction qui a deux paramètres et de la transformer vers une fonction qui prend un paramètre et retourne une fonction qui prend un paramètre et fait le taf, ou de manière plus générale, écrire une fonction qui a n paramètres et la transformer vers n fonctions qui prennent un seul paramètre,
Ça s'appelle la curification. Alors la curification, ça vient du nom du mathématicien qui a exprimé ça la première fois, qui s'appelle Haskell Curry. Et donc la curification, ça consiste à transformer une fonction à n paramètres en n fonctions à 1 paramètre. Le gros intérêt de la curification, c'est que ça nous a permis de passer movie en paramètre, le premier paramètre, et pas le reste. Et donc d'appliquer partiellement notre fonction. Je ne donne pas tous les paramètres. C'est ce qu'on appelle une application partielle. Et c'est possible grâce à la curification. Et ce qui est bien, c'est que ça nous a simplifié notre code. On continue sur les lambdas. Du coup, cette fonction-là, je peux l'écrire comme ça sans aucun souci. Alors je pourrais simplifier encore et l'écrire comme ça. Mais en l'occurrence, je ne vais pas le faire parce que l'écrire comme ça a l'avantage de se rapprocher pas mal de la syntaxe habituelle de JavaScript. Il faut juste lire ici à la place de lettres, on lit fonction et après on retrouve la même chose. Donc c'est une fonction add qui prend 2 paramètres. Mais on peut aussi le lire en disant c'est une fonction add qui prend un seul paramètre qui s'appelle movie et qui retourne une fonction qui prend un autre paramètre qui s'appelle movies et fait le taf. Les deux lectures sont valides en fait. Bien. Bah ça a l'air vachement cool. Du coup on va le faire partout. Mais maintenant qu'on a vu la notation, vous allez voir que ça va aller en fait super vite. Alors, on le refait une première fois lentement. Ok, je peux faire ça, et ça va continuer à marcher. Mais du coup, title me sert à rien. Donc, ça devient une lambda. Si c'est une lambda, je peux la noter comme ça. Et du coup, je peux virer les parenthèses. On le refait sur une fonction qui a 2 paramètres. Donc, ma fonction qui a 2 paramètres, qui s'appelle isInFixOf, ben, le deuxième nom ne sert à rien. Fonction ne sert à rien. Je peux faire une code comme ça. Et au passage, ben, là j'ai 2 paramètres. En fait, il me suffit de remplacer la virgule par une flèche. Et je viens de curifier ma fonction. Alors par contre, il faut que je fasse gaffe à mes appels. Parce que isInFixOf, qu'il y a là, est appelé de manière non curifiée. Donc maintenant, il faut que je l'appelle de manière curifiée. En mettant des parenthèses à la place de la virgule et de l'espace. On continue, on fait la même sur matches, on va un peu plus vite. Let, matches, égale. Je remplace la virgule par des flèches. Et je viens de curifier ma fonction. Vous voyez que la transformation est assez simple. Où est-ce que j'appelle matches? Bah, je l'appelle ici. Donc du coup, il faut que j'appelle avec des parenthèses. Allez, on attaque le gros. Let, diff, égale. Je remplace les virgules par des flèches. Et je fais attention à mes appels, qui sont ici. Donc je remplace mes virgules par des parenthèses. Cool. On l'a fait une dernière fois. Find my title. Et du coup, je fais attention à mes appels, sauf que cette fois, mes appels, c'est dans mes tests. Donc, je descends dans mes tests. Et je passe toujours mes tests. Donc, du coup, là, j'ai tout clarifié, parce que ça avait l'air cool. Mais on va voir que ça l'est vraiment, en fait. Ça l'est vraiment parce que... Bah, du coup, matches est
est queryfié. Et matches, le premier argument que ça prend, c'est la query. Or, la query, je l'ai ici. Donc je peux la passer en paramètre à matches. Donc si je la passe à matches, je l'ai dans predicate, donc dans addIf, j'ai plus besoin de la query. Du coup, j'ai plus besoin de la chaîne de caractères qu'il y a là. Au passage, je vire ce paramètre là, et du coup, youhou! C'est un peu moins compliqué. Et si on regarde la signature ici, même là en fait, c'est moins compliqué. Parce que maintenant, ça prend juste un fil et retourne un booléen. D'ailleurs, on va regarder les autres signatures un peu. Du coup, isInfixOf, c'est devenu une fonction qui retourne une fonction qui prend un string et un booléen. Mais en fait, cette signature-là, quand on commence à avoir l'habitude, les parenthèses ne servent à rien en fait. On l'a dit, je peux avoir deux lectures. Je peux lire isInfixOf, ça prend deux paramètres qui sont deux strings et retourne un booléen. Ou je peux dire, ça prend un paramètre qui est un string et retourne une fonction qui attend un autre paramètre qui est un string et retourne un booléen. Du coup, on peut virer les parenthèses. Parce que les deux lectures sont valides. Ce qui me permet de faire la même chose ici. Bon, ici, ça pique un peu, on va garder les parenthèses. On a mis à jour nos signatures. Mais on a un truc très particulier qui vient de se passer. Le fait d'avoir le prédicat comme ça, en fait, si vous regardez ce code-là, et qu'on le sort, et que je vous propose de, au hasard, l'appeler filter, en fait, c'est une fonction que vous connaissez bien. Alors on va juste la queryfier pour la forme. Vous la connaissez bien parce qu'en fait, elle existe déjà dans JavaScript. Hop, je n'ai pas changé mes appels. Voilà. Ça va passer au vert. Merci. Donc, elle existe déjà dans JavaScript. Si jamais je vais sur collection, que je fais filter, que je lui donne predicate, ça va passer. Et du coup, je vous propose une super simplification du code en virant toute la partie qui était compliquée en fait. Et du coup, la bonne nouvelle, c'est que je peux même virer ce code-là. Ce qui simplifie grandement et qui résout le dernier problème que j'avais, qui était que c'était plus compliqué. Alors en fait, ça veut aussi dire que en JavaScript, avec la fonction filter, on fait de la programmation fonctionnelle sans s'en rendre compte. Le fait de filer une fonction à une autre fonction, c'est déjà de la programmation fonctionnelle. Bon, et au final, filter, c'est tellement commun qu'on va la mettre un petit peu en haut avec les autres fonctions qu'ils ont communes. Je m'explique. Title, elle est plutôt triviale comme fonction, rien de compliqué dedans. IsInfixOf, je n'ai fait que renommer include, qui est dans n'importe quel langage digne de ce nom, rechercher une chaîne de caractères dans une autre chaîne de caractères. On trouve assez facilement. Filter, on le trouve maintenant dans beaucoup de langages. Donc en fait, la partie qui m'intéresse vraiment pour moi, mon métier, c'est ma fonction matches et ma fonction findByTitle. Au passage, je vais inliner predicate pour le noter comme ça. Bon, bah du coup, à partir du moment où je considère que toutes les fonctions dessus sont dans mon langage, j'ai déjà un code vachement plus simple que ce que j'avais en itératif. Mais on va faire mieux. Alors, jusque-là, ça va? Donc on va faire mieux en vous montrant quelques petites astuces. Donc là, on est déjà très fonctionnel. Hein. On va aller encore plus loin.
Je vais sortir cette fonction-là pour l'appeler partial, parce que j'applique filter de manière partielle. Filter me demande 2 paramètres, là je lui en ai donné qu'un seul. C'est pour ça que je l'appelle partial. Ok? Bien. Sauf que partial, maintenant, est une fonction qui attend une collection et donne un résultat, et ce résultat-là est directement retourné par mes méthodes findByTitle. Ok? Je vais revenir un tout petit peu en arrière et faire apparaître les accolades sur la collection. Comme ça. Ok? Personne n'est perdu sur le mouvement que je viens de faire. Je viens juste de refaire apparaître les accolades et le return sur ma queryfication, comme on l'a vu avant. Sauf que le fait de faire ça me permet de vous montrer que partial ne dépend pas de connexion. Parce que c'est filter matches de query qui est le premier paramètre. Donc du coup, normalement, en fait, je vais pouvoir en faire une closure de partial et de le monter d'une ligne. Vu que ça ne dépend pas de collection, il n'y a pas de raison d'attendre de recevoir collection pour l'utiliser. Et donc du coup, ma fonction prend une collection et appelle partial avec cette collection-là et retourne le résultat. Bon, dans ce cas-là, en fait, c'est directement partial. C'est la même chose. Le fait de prendre un paramètre, de le donner à partial et de retourner le résultat de partial, ma fonction sert à rien. Autant directement utiliser partial. Et ça passe mes tests. Du coup, au passage, je peux le inliner. Ok. Et ça, c'est cool, parce que, en fait, j'ai écrit une fonction qui attend 2 paramètres en prenant qu'un seul. Je réduis mon nombre de lignes de code. Quand on a l'habitude, je suis bien conscient qu'il faut avoir l'habitude, mais quand on a l'habitude, c'est assez naturel. Et du coup, on écrit des fonctions en composant d'autres fonctions, comme on vient de le faire. Là, ce que je fais, c'est que je retourne une fonction qui attend le 2e paramètre. Bien. Mais on ne va pas s'arrêter là. Je vais faire la même chose avec isInfixOff. Je vais le mettre dans une variable qui s'appelle partial. Maintenant que j'ai fait ça, je vois un truc intéressant. Parce que entre la ligne 24 et la ligne 30, je vois un pattern. Le pattern est assez simple. Ici, je prends la fonction partial et j'appelle cette fonction-là en lui donnant un paramètre qui est le résultat de l'appel de la fonction title auquel j'ai donné le paramètre movie. Et ici, j'appelle la fonction filter que j'appelle avec un seul paramètre qui est le résultat de l'appel de la fonction matches auquel j'ai donné un paramètre qui est query. Dit autrement, j'ai une fonction f qui ici est partial que j'appelle avec le résultat de l'appel d'une autre fonction, disons g, auquel j'ai passé un autre paramètre qui est x. Ici, c'est exactement la même chose, sauf que f, cette fois-ci, c'est filter, g, c'est matches, et x, c'est query. J'ai donc bien un pattern. Du coup, qu'est-ce qu'on fait avec un pattern en programmation fonctionnelle? On fait une fonction. Donc, on va écrire une fonction qui s'appelle au hasard compose. Et c'est une fonction, on va l'écrire tout de suite queryfiée. C'est une fonction donc, qui prend un f, une fonction, une autre fonction qui s'appelle g. Pourquoi il m'a mis filter ici? Une autre fonction qui s'appelle g, un paramètre qui s'appelle x, et ça retourne f de g de x. Je n'ai fait que déplacer le commentaire qu'il y a là en code. Hein. C'est exactement la même chose.
Pas de raison d'avoir peur. Sauf que, maintenant je peux l'utiliser. Donc je peux dire que, en fait, ce que je fais, c'est que je compose. Bah, partial, c'est mon F. Title, c'est mon G. Et movie, c'est mon X. Et je peux faire la même chose ici. Je peux dire que compose avec filter, matches et query, c'est la même chose. Mais il y a un effet sympathique qui vient d'arriver sur le code. Je vous le montre. Je vais réinliner le partial ici, parce qu'en fait, je vais en utiliser un autre de partial, celui-là. Vous le voyez? Je return l'appel à partial avec movie, qui est le dernier paramètre que j'ai là. On le refait comme avant. Je viens de faire réapparaître les accolades et le return. Ma fonction partial ici ne dépend pas de movie. Donc je peux le monter d'une ligne. Et ça passe mes tests. Du coup, dans ce cas-là, autant directement retourner partial. Mieux, ce morceau de code là, que je vais appeler partial encore, bah, il ne dépend pas de query. Donc je peux le monter d'une ligne. Et du coup, find by title consiste juste à appeler partial. Du coup, c'est la même chose. Et là, on vient de faire ce qu'on appelle une notation point fruit. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Mais en gros, ça veut juste dire que dans la définition de ma fonction, je n'ai fait que utiliser de la composition de fonctions, et donc je ne déclare aucun paramètre. Je prends d'autres fonctions, je les compose, et ça prend le bon nombre de paramètres, et ça se débrouille comme des grands. Ok. On va faire un dernier petit changement. Pour la fonction matches ici, je vais supprimer la collade et le return. Ok. Donc, si on considère que compose est une fonction comme une autre, et relativement commune, tout langage de programmation fonctionnelle a cette fonction-là. Et donc si on est dans un langage de programmation fonctionnelle, compose, c'est un peu la même chose que filter, on le retrouve dans le langage directement. Et donc du coup, ma partie métier, c'est juste ces 4 lignes-là. En l'occurrence, ces 2 lignes-là. Vu que les autres, c'est des commentaires. Quand on commence à avoir l'habitude, en fait, le mot-clé compose, on ne le lit pas tant que ça. On a tendance à un petit peu le mettre de côté, à l'ignorer, et de juste dire que find by title, ça consiste juste à filtrer tout ce qui match. Et ce qui match une query, ça consiste à vérifier que la query est dans le titre. Infixée dans le titre. Alors ça demande une certaine gymnastique, de la même manière que quand vous codez aujourd'hui dans le langage que vous utilisez, vous avez dû apprendre à lire le code. Ce n'est qu'une manière différente de l'écrire. Mais au final, c'est beaucoup plus dense et au final, vachement expressif. Donc là, on commence à être fonctionnel top moumoute et je vais vous le prouver. Qui connaît Haskell? A déjà entendu parler de Haskell? Ok. La réputation de Haskell, c'est que c'est un langage de programmation fonctionnelle un peu brutal. Soit on fait de la programmation fonctionnelle pure. Alors, programmation fonctionnelle pure, ça veut dire qu'on a le droit à écrire avec ce langage-là que des fonctions dites pures. Et une fonction dite pure, c'est une fonction qui n'a pas d'effet de bord. Donc on écrit un langage de programmation qui n'a pas le droit de faire d'effet de bord.
Or, les effets de bord, c'est un petit peu ce qui fait qu'un programme est utile. Parce que afficher quelque chose à l'écran, c'est un effet de bord. Dit autrement, Haskell est un langage inutile. Sauf qu'on a trouvé des manières de faire pour arriver au final à le rendre utile. Du coup, on peut faire des choses avec. Il y a une vidéo qui s'appelle Haskell is useless. C'est pas moi qui ai inventé le fait que Haskell est inutile. C'est la personne qui l'a écrit qui l'a dit. Et la personne qui a écrit Haskell participe à une vidéo où il explique pourquoi Haskell est inutile. Et qu'ils sont en train de faire des efforts pour le rendre utile. Contrairement à C, qui est très utile, mais super dangereux. Fin de la parenthèse. Donc on va utiliser Haskell. Je vais reprendre le code qu'il y a là. Donc, ceci est du Haskell. Haskell est un langage fortement typé. Je ne peux pas, comme je l'ai fait en JavaScript, déclarer des objets à la volée. Je suis obligé de les typer. Donc c'est ce que je fais avec movie, ici. Alors ce que je dis, c'est que j'ai un type qui est movie, qui a un constructeur movie, et qui prend un titre et une année. Le titre est un string, l'année est un entier. Le truc qui est cool avec Haskell, c'est que juste en faisant ça, il me donne la fonction title, ici, gratos. C'est déjà fait. Ok. Deriving show ek, c'est juste pour dire que je peux comparer deux movies et que je peux les montrer à l'écran. Ce qui est important pour mes tests. Et là, vous retrouvez en fait exactement les mêmes tests que ce qu'il y a avant, en JavaScript. Alors, je vais quand même vous montrer que si on code rien, ça marche pas. Parce que c'est pas si magique que ça non plus, faut pas déconner. Donc là, je lance mes tests. Et là, ce qu'il me dit, c'est la fonction findByTitle, je la connais pas. Oui, effectivement, je ne l'ai pas déclarée. Et au passage, il est quand même capable de me dire que c'est censé prendre une chaîne de caractères, donc un string, un tableau de film, et me ressortir un tableau de film. Bon, du coup, on va coder ça. Tada! C'est codé. Alors, à quelques détails près. En l'occurrence, les commentaires, en Haskell, ça se met comme ça. Ok. Haskell étant un langage de fonctionnel pur, la seule chose qu'on peut déclarer, c'est des variables. Et donc du coup, le mot-clé let, en fait, si on déclare quelque chose, c'est forcément une variable, et donc let, ça sert un peu à rien. Donc du coup, on va le supprimer. Ok, ici on a une lambda. Alors, une lambda, si on regarde le caractère lambda, il ressemble à ça. Okay. Et le caractère qui s'en rapproche le plus sur mon clavier, c'est anti-slash. Du coup, pour dire que je fais une lambda, je mets une anti-slash. Et au lieu de mettre une double flèche, je mets une simple flèche. On a presque fini pour arriver à le rendre compatible avec Haskell. Compose, je vous ai dit, c'est une fonction qui est ultra commune dans n'importe quel langage de programmation fonctionnelle. Tellement commun, qui ne s'appelle pas compose, parce qu'on l'utilise tellement qu'on veut quelque chose de plus court, donc point. Super court. En vrai, il y a une vraie raison pour laquelle ça s'appelle point, je vous l'explique après. Donc je fais la même chose ici. Et je relance mes tests. Et mes tests passent. C'est bien la preuve que, en fait, en dehors de la syntaxe, qui est très légère, j'ai même plutôt supprimé du code, ce que j'ai écrit en JavaScript compile en Haskell. Dit autrement, Haskell m'a servi à avoir du sucre syntaxique pour JavaScript. Et j'ai écrit la même chose dans les deux cas. On va même aller plus loin sur le sucre syntaxique, du coup. On va commencer à rentrer dans Haskell. Je vous ai dit, point, c'est pas par hasard. En fait, en Haskell, si jamais vous nommez une fonction avec que des caractères spéciaux, genre au hasard point,
vous pouvez l'infixer, c'est-à-dire la mettre entre les deux paramètres de votre fonction. Comme ça. Ok, donc là, je vais faire la même chose ici. Ça passe les tests aussi. Au passage, bon, le point virgule, c'est bon, on a compris, hein, on n'en a pas besoin. Les parenthèses, ça fait quand même vachement de bruit, donc on va les virer aussi. Et si on a besoin de passer un paramètre à une fonction, bon, on va mettre un espace. Ça passe toujours mes tests. Bon, et puis la lambda, c'est sympa, mais étant donné que c'est la seule chose qu'on peut faire en Haskell, on va mettre du sucre syntaxique pour ça aussi. Et en fait, il est assez simple. Il suffit de prendre le paramètre query ici et de le mettre avant le égal. Et du coup, bah, tous ces symboles-là, là, ne servent à rien. Mais en vrai, ça veut dire exactement la même chose. C'est vraiment que du sucre syntaxique pour ça. Allez, dernière chose. Si je m'emmerde à mettre des commentaires, ce serait bien que Haskell y comprenne quand même. Et comme c'est un langage fortement typé, en fait, il a déduit de lui-même exactement ce que je suis en train d'écrire. Donc, autant lui demander de vérifier. Conclusion, on est parti donc d'un programme qu'on avait écrit de manière impérative. On l'a refactoré à partir de choses que vous connaissiez. Vous manquez peut-être le nom, mais le fait de mettre une fonction dans une variable, je suis sûr que vous l'avez tous fait en JavaScript. Le fait de faire une closure pour pouvoir dire, je prends ce paramètre-là du contexte de la fonction où je viens de créer ma fonction et je le passe en paramètre. Je suis sûr que vous l'aviez déjà fait aussi. Et à partir de ces deux principes-là, on a dérivé tout le reste. Pour rappel, on a dérivé le fait qu'on pouvait passer une fonction en paramètre à une autre fonction. Et du coup, créer des fonctions d'ordre supérieur. Ces mêmes fonctions-là peuvent même retourner des fonctions directement, et c'est toujours des fonctions d'ordre supérieur. Grâce à ça, on en a aussi déduit qu'on pouvait passer d'une fonction à n paramètres à une fonction à n fonctions à un paramètre. Et du coup, faire de la curification. Et ça n'utilise, encore une fois, que, à la base, les fonctions de premier ordre et les closures. Grâce à la curification, on a réussi à faire de l'application partielle, qui nous permettent de donner qu'une partie de nos paramètres. Grâce à tout ça, on a découvert que on pouvait éviter de donner les paramètres et utiliser la fonction compose pour nos fonctions, et au final avoir un code plus dense. Donc c'est bien que des choses que vous connaissiez déjà, juste appliquées à l'extrême. Et au final, on l'a fait compiler en Haskell. Ce qui est un peu la preuve qu'on est très fonctionnel. Pour aller plus loin et le faire compiler en Idris, et en l'occurrence, si on compile-colle ça en Idris, ça marche aussi. Alors, quelques petits détails près, au lieu de mettre deux fois deux points, on ne met qu'une fois. Mais sinon, ça compile aussi. Et ça marche aussi. Donc au final, la programmation fonctionnelle, il n'y a pas de quoi avoir peur. Alors oui, on est allé vite, mais c'est des choses que vous connaissez. Si vous prenez le temps de redécouvrir les choses et d'essayer de comprendre, c'est des choses que vous connaissez et vous y arriverez. Maintenant, ça demande de se faire violence. Je le reconnais. Et du coup, quitte à se faire violence, je vous invite à vous faire vraiment violence, à utiliser un langage qui n'est pas sympa avec vous, genre Haskell. Parce que si vous utilisez un langage qui permet de faire de la programmation fonctionnelle, mais aussi permet de faire, par exemple, de l'objet au hasard Scala, oui, Scala est un langage qui est sympa. Sauf que si vous voulez apprendre à faire de la programmation fonctionnelle, le faire en Scala fait que dès que vous allez avoir une difficulté, vous allez repartir sur de l'objet.
Et du coup, vous n'allez pas bien comprendre la programmation fonctionnelle. Faites-vous violence, faites du Haskell, apprenez la programmation fonctionnelle, et une fois que vous avez bien compris la programmation fonctionnelle et que vous vous souvenez bien de votre programmation orientée objet, ouais, go, faites du Scala. Et du coup, vous pourrez choisir à quel moment lequel est le mieux et arriver à faire les choses bien. Voilà, ça sera tout pour moi. Merci.